Chers téléspectateurs de Pinal TV, nous avons le plus grand plaisir de vous présenter cette émission qui est le Grand Miroir, surtout l'émission Grand Miroir qui fait paraître les grandes personnes, de les faire voir et revoir dans notre émission. Surtout, ça serait le numéro 4 de l'émission Grand Miroir. Nous avons ici comme invité Monsieur Mangassi. Monsieur Mangassi, à vous la parole. Bonjour. Bonjour Sektiyan Silla. Bonjour l'ensemble de l'équipe Pinal TV. Merci beaucoup. Avant d'entamer l'émission, nous aimerions savoir, Monsieur Haruna Mangassi, qui êtes-vous? Merci Sektiyan. Comme mon nom l'indique, Mangassi Haruna, je suis malien d'origine. Actuellement, je suis établi en France depuis quelques années maintenant. Pour ne pas dire des décennies. Des décennies, oui, pour ne pas dire des décennies. Je vis en France pratiquement il y a 25 ans, je vais vers ma 26e année, mais je suis quand même malien d'origine. Malien d'origine, Monsieur Haruna Mangassi, depuis plus de 20 et quelques années en France. Avant d'être en France, j'espère que vous avez été à l'école. Comme voilà, le Mali, c'est comme tous les pays du monde. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école au village. Je suis de Goussela. Goussela, c'est un village qui se situe dans la région des Cayes. En partant des Cayes, ça se situe sous la rive droite du fleuve Sénégal, à 75 km des Cayes. C'est vrai que dans mon village natal, il n'y avait pas d'école. Mais le village qui était de l'autre côté de la rive, qui s'appelle Sobokou, il y avait une école. J'ai fréquenté cette école pendant mes 6 premières années, avant d'arriver à Cayes, faire le secondaire, et avant d'arriver à Bamako, faire le lycée, et puis les études supérieures après. Si nous entendons bien, les études primaires ont commencé au village, puis jusqu'à Bamako. Oui. Après ces études primaires, vous avez eu quel objectif pour bien pouvoir être à la hauteur où nous sommes aujourd'hui? Cheikh Diane, moi j'ai l'habitude de dire aux gens que la vie elle est un peu complexe. Alors personnellement, quand je définis mon parcours, je dis aux gens j'ai un parcours atypique. Je m'explique. Alors il y a un domaine qui est un domaine de prédilection pour moi dans les études, ça ce sont les mathématiques. Alors dans le domaine mathématique, on dit que le chemin le plus rapide entre un point A et un point B, c'est la ligne droite. Mais cependant, ce n'est jamais la plus sûre. Du coup, c'est pourquoi quand j'ai dit aux gens, mon parcours, j'ai dit c'est une sorte de parcours atypique. Je suis passé par plusieurs étapes. Voilà, notamment quitter le banc, aller faire un peu de travail, revenir encore, aller travailler encore, ainsi de suite, jusqu'à trouver mon chemin. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire, grâce à Dieu, j'ai trouvé mon chemin. Je me définis aujourd'hui comme un homme de culture. Alors, dans cette culture, j'ai réussi à faire la jonction entre toutes les étapes, c'est-à-dire de la philosophie aux mathématiques à la culture. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de barrière étanche. Tout est lié. Tous ces domaines sont liés. Donc voilà, c'est pourquoi je me reprends. J'ai dit j'ai un parcours atypique. Parcours atypique, M. Haruna Mangassi. Nous avons constaté qu'au milieu soninké ou au milieu maraca, on a vu que les enfants ont du mal à continuer leurs études. Et surtout, M. Haruna, vous avez un niveau. Après les études, vous avez été quoi? Alors, après les études, j'ai d'abord, dans un premier temps, j'ai travaillé dans le système finance, notamment dans le système bancaire. Au Mali? En France, pendant plusieurs années, avant de revenir à mon domaine de prédilection, qui est vraiment ma vocation, c'est-à-dire l'enseignement. Puisque depuis que j'étais au Mali, déjà au lycée, j'avais commencé à donner des cours aux élèves de seconde. Ici, on va appeler, nous en France, on dit des troisièmes, et des élèves de 9e année. J'étais au lycée en 2e. Ça, c'est le second cycle. Second cycle. J'ai donné des cours de maths, de physique, chimie déjà aux élèves. Du coup, l'enseignement, c'est ma vocation. D'ailleurs, même avant, quand j'étais la première année, je suis rentré à l'école, à Sobokou, il n'y avait pas assez de livres pour tout le monde. Du coup, c'était un livre pour plusieurs personnes.
Plusieurs élèves. Plusieurs élèves. Oui. Alors, ces livres, j'ai eu la chance de les garder tous avec moi. Du coup, je me suis dit, à un moment donné, c'est inné. C'est inné. Voilà, du coup, j'ai donné des cours à des camarades de classe depuis la deuxième année, puisque c'est moi qui avais le livre, qui avait le garde, la responsabilité de garder ces documents, et j'ai donné des cours l'enseignement est devenu ma vocation. C'est pourquoi, arrivé en France, c'est vrai, j'ai fait des études dans le domaine des finances, mais l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, et finalement, aujourd'hui, je suis toujours dans l'enseignement. Vous êtes dans l'enseignement. Maintenant, l'enseignement de l'école primaire jusqu'à l'enseignement et surtout enseigner les Blancs à leur langue. Il n'y a pas eu de difficultés? Non, cher Tidjane, il n'y a pas de difficulté. Moi, déjà, j'ai fréquenté une école française, oui. Je parlais français bien avant d'aller en France, mais 25 ans dans un pays. Il y a une expression en bamana, ko bamba maname dila desika ke dila choko chateke bamay, mais je pense halima ke bamay et ini bamaya manja ngona ko. Voilà, comme il avait fait Tuguni 100 ans falgué. Nima falikame ibe sira fara chaman kondo. Je suis resté en France pendant 25 ans. Oui. Pendant 25 ans, c'est vrai, j'ai une famille qui est aussi une famille malienne, mais je peux dire une grande partie de mon temps, je suis avec des Français, puisque au travail, dans le transport, à l'école, tu es avec des Français. Du coup, voilà, c'est devenu une deuxième langue maternelle, la langue française pour moi. Une langue maternelle, la langue française. Avant d'être un peu avec les élèves dans la classe, les petits Français, on te voyait devant eux avec la craie. Qu'est-ce que ça les disait? Ben, il y a dans tous les systèmes au monde, dans tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle les stéréotypes. C'est-à-dire des idées reçues, même au-delà des c'est des préjugés. Alors, il y a aussi ces sortes de complexes. Alors, le complexe, ce n'est pas que le complexe de supériorité, mais il y a le complexe d'infériorité aussi. Tout ça, c'est des complexes. L'autre humain peut être complexé de façon supérieure. Je suis supérieur à l'autre, ce n'est qu'un complexe. Et il peut être complexé, l'autre est supérieur à moi, c'est le complexe d'infériorité. Donc ça existe dans toutes les sociétés du monde. Arrivé en France, avec ton accent du Mali, tu n'es les élèves qui sont en face de toi, dans un premier temps, ils vont se sentir un peu gênés. Ah, il a un accent, peut-être qu'il s'exprime mal. Mais avec le temps, ils vont finir par comprendre, par admettre que non, ce qu'il est en train de nous faire, c'est nous transmettre un savoir. Alors, ce savoir, le savoir n'a pas de couleur. Ça peut venir d'un blanc comme ça peut venir d'une autre couleur. Voilà, du coup, finalement, ils ont accepté. Et moi aussi, je pouvais souffrir de ces complexes. Oui. Je suis face à des gens qui n'ont pas les mêmes accents, qui ont une culture typiquement française, et moi, j'ai cette double culture. Je pouvais être complexé aussi. Mais à un moment donné, il faut dépasser cette étape de complexe. Dire aux gens, je suis là pour quoi? Je suis là pour enseigner. Si on m'a pris, c'est parce que j'ai des compétences, j'ai des qualités pour ça. Du coup, voilà, ça ne cause pas de problème. Ça ne cause pas de problème. Maintenant, de la banque, on s'est trouvé dans les classes. Qu'est-ce qui vous a fait quitter la banque et puis aller dans les classes? Alors, je disais tantôt, la vie, c'est un idéal. C'est un idéal. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, aller en banque tous les matins, costume, cravate, tu es dans une famille, entre guillemets, beaucoup de gens travaillent dans d'autres travails qui sont du travail manuel, et toi, tu es en costume, cravate. Peut-être quelqu'un à ma place va me dire, mais voilà, il est bien, il est à l'aise, mais la vie, c'est une question d'idéal. Quand on se sent à l'aise dans quelque chose, je crois que c'est plus facile pour tout le monde. On se donne à cœur, on se donne à volonté de faire ce travail. Moi, l'éducation, l'enseignement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. D'autant plus que mon constat premier, quand je suis arrivé en France, j'ai remarqué que beaucoup de gens qui sont d'origine africaine, oui, ils ont des difficultés face à l'éducation. Alors je me suis dit que je vais d'abord servir ce trait d'union entre ma famille et l'institution éducative. Et ça a été vraiment bénéfique. Par où je suis passé, j'étais réclamé, même les parents qui ne venaient pas à l'école, même si en cours, on vient me déranger. Ouais, il y a une famille soninké qui est là, Arnaud, on a du mal, viens le voir. Quand j'arrive, à partir du moment que je place les premiers mots en soninké, l'atmosphère est détendue. Les gens se sentent rassurés, disent, ah, je ne suis pas dans un terrain inconnu, si c'est moi. Alors ça, c'est très important. Et je sais que ceux qui ont eu la chance de croiser ma vie, ils s'en souviendront pour toujours. Et les familles qui sont là, je crois que l'émission sera divisée. Les gens diront, oui, effectivement, ce qu'il a dit, c'est vrai. Beaucoup de familles soninké, beaucoup de familles bambara, beaucoup de familles d'origine africaine ont croisé ma vie et ils se sont sentis à l'aise face à l'institution éducative. Merci beaucoup, M. Aruna Mangassi. On a des questions à te poser aujourd'hui. On a vu que l'école malienne, depuis des décennies, on a des problèmes. Est-ce que
auparavant et maintenant, peut-il les comparer? Alors, l'école malienne, ce n'est pas un cas isolé. Je peux dire l'école d'une manière générale a des difficultés dans pratiquement tous les pays, à part quelques exceptions. Mais certains pays ont réussi à endiguer le problème. Le cas du Mali, alors, ça se résume à plusieurs étapes. Mais moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, un problème, ça s'analyse de 3 niveaux. D'abord, on fait ce qu'on appelle le constat. On constate que ça ne va pas. Et je pense qu'à l'unanimité, chaque Malien, quel que soit son niveau, quel que soit l'endroit où il se trouve, il a fait le même constat. L'école malienne, ça ne va pas. À partir du constat, on doit poser un diagnostic. Et à mon entendement, c'est ce travail qui n'a pas été fait. C'est vrai qu'on a constaté que ça ne va pas, mais on n'a pas posé le vrai diagnostic. Alors, au-delà, après le diagnostic, c'est quoi? Ce sont des solutions. Alors, quand le diagnostic est faux, les solutions sont fausses. On dit que quand un problème est mal posé, le résultat qui est là, ça ne serait pas un bon résultat. Je pense que le problème de l'école malienne, à mon entendement, n'a pas été bien posé. Puisque un enfant qui est né à Bamako, qui est né à Goussela, qui est né à Soboku, qui est né à Tokyo, qui est né à Tel Aviv, qui est né à New York, à Paris, ils ont le même cerveau. Ces enfants ont le même cerveau. Ils ont les mêmes capacités à la base. Qu'est-ce qui va amener la différence? La différenciation arrive de quel niveau? Ce sont les structures qui vont accompagner ces enfants-là. Alors, le cas du Mali, moi je le résume comme ça. Je ne mets pas en cause les enfants. Ce que moi je mets en cause personnellement, c'est notre programme. Mais au-delà du programme, il y a ce qu'on appelle les infrastructures aussi, d'accueil. Ça aussi, ça fait défaut. Et aussi, le niveau des formateurs. Parce qu'un formateur qui est mal formé, dis-toi que la formation qu'il va dispenser, ça ne serait pas au rendez-vous. Et c'est tout un ensemble. Alors, en 3 mots, le programme dispensé à l'école, puisque je ne peux pas comprendre, je ne peux pas admettre qu'en 2023, on continue à enseigner des programmes qui sont devenus, entre guillemets, des programmes obsolètes. Et pourtant, M. Mangassi, nous avons ici des professeurs qui ont des masters, qui ont des doctorats, et ainsi de suite. Oui, c'est pas... Il y a ça. Il y a ça. On peut avoir des masters, on peut avoir des doctorats, on peut avoir tous les niveaux. Mais la pédagogie, c'est un autre domaine. Quelqu'un peut sortir de Polytechnique, mais s'il n'a pas la pédagogie, transmettre le savoir, ça aussi c'est un autre problème. Alors moi, à mon temps, je pense que, bon, je dis à mon temps, moi je ne suis pas de l'ancienne génération, je peux dire de la nouvelle génération. Il y avait des écoles de formateurs, des écoles qui formaient les formateurs, les écoles de maîtres. Mais après, quand moi je quittais, on m'a dit que c'est des écoles qui n'existent plus. Du coup, il fallait combler le vide. En comblant le vide, on a pris n'importe qui, parce que la personne doit subvenir à ses besoins, doit avoir un travail, on a pris n'importe qui pour qu'il devienne enseignant. Alors, enseigner, d'abord, on doit d'abord soi-même comment enseigner et après transmettre cet enseignement à d'autres. Mais si le formateur lui-même n'a pas eu la bonne formation, c'est que sur le résultat qu'on attend, ce ne serait pas au rendez-vous. Alors, aujourd'hui, au Mali, on est arrivé à ces phénomènes où 70% de la population malienne a aujourd'hui à moins de 20 ans. Alors ça, c'est un gros problème. Un gros problème par rapport à l'éducation. Mais sinon, tous les pays au monde, qui a 70% de sa population qui a moins de 20 ans, je peux dire que si on met les outils, si on donne les éléments, on met les enfants dans de bonnes conditions, c'est un pays d'avenir. Le savoir peut être là. Voilà. Mais à partir du moment que ces enfants n'ont pas de structure adéquate, le problème va devenir, la solution va devenir un problème. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, la prolifération des écoles. Quand l'État ne répond pas, donc qu'est-ce qui va se passer? La nature a horreur du vide, l'école va devenir aussi une sorte de fonds de commerce. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. Les gens ils vont créer des écoles à de gauche, à droite, sans qu'ils soient, comment dirais-je,
outillés pour ça. On confie les jeunes et puis finalement, c'est quoi le résultat? Cette année, au bac, on a fait 23%, 24%. Ouais. Tandis qu'en France, nous, on a fait 98%. Donc, il y a un vrai problème. Et pourtant, ce sont les mêmes enfants. C'est les mêmes enfants. Du coup, moi, je ne suis pas là en train de dire... Les mêmes enseignants de même niveau. Peut-être c'est là, peut-être je peux mettre un peu de réserve au niveau des enseignants. Je mets un peu de réserve. Mais les enfants, je fais toutes mes analyses possibles. Les enfants, je ne les incrimine pas. Moi, là où je ne suis pas d'accord, ce sont les programmes et les formateurs. Et le système d'accueil, comment on accueille ces enfants-là. Mais les enfants, je leur laisse le bénéfice du doute. J'ai dit, un enfant qui est né à Bamako n'est pas inférieur à un enfant qui est né à Tel Aviv. Ils ont le même cerveau. Oui. Du coup, les enfants, je leur laisse le bénéfice du doute. Alors, dire que les enfants sont sur les machines, ça c'est partout dans le monde aujourd'hui. C'est leur monde qui veut ça. Monsieur Harouna, maintenant, si le Mali, vous faites appel, pouvez-vous y répondre? Mais je suis là dans le cadre d'un appel du Mali, puisqu'il y a les assises nationales qui a été organisées par le ministre de Mali établi à l'étranger. Quand ils m'ont appelé, je répondais à l'appel. Je suis malien, tout quand on demande à l'être humain au sens propre du mot, il s'identifie d'abord par son village natal, après son pays, après le pays qui a pu faire que la personne s'est émergée. Et ça, c'est une suite logique. Du coup, moi, c'est le Mali d'abord, après les autres. Vous dites que vous êtes là au Mali par un appel de la... je vais dire quoi? Par un appel du gouvernement ou pour les assises refondées. Maintenant, pensez-vous que cet appel ou cette assise peut être la solution de la refondation? Ben, la diaspora, quand le ministre malien établi à l'étranger de l'intégration africaine demande l'organisation d'un tel événement, je crois que ça ne peut être qu'une bonne chose, puisqu'on est en train de parler du nouveau Mali. Alors la diaspora aussi fait partie intégrante de ces Mali, puisque la diaspora, ce sont des Maliens qui ont, à un moment donné de leur vie, ont fait un choix, aller à l'étranger pour pouvoir aider leur pays. Alors quand ces pays doivent se reconstruire, c'est normal que le ministre en question fait appel à ses parents pour dire que venez, apportez-nous vos idées, pas d'autres problèmes, mais apportez-nous vos idées, comment vous pensez le devenir de ce pays qui nous tient tous à cœur. Donc c'est pourquoi moi je suis venu répondre à l'appel. Vous, M. Harouna, comme tellement de personnes ont répondu à cet appel, les journées ont été comment? Bon, au-delà on connaît, hein, c'est la nature humaine. Hein. Moi, je ne suis pas là en train de dire, c'est voilà, au-delà des intérêts que certaines personnes, des intérêts personnels, qui mettent devant, mais je crois que d'une manière globale, il y a eu des recommandations. Si on arrive à mettre en place ces recommandations, la diaspora peut apporter sa petite pierre sur le Mali de demain. Si vraiment on arrive à mettre en place ces recommandations. Maintenant, le problème de leadership, bon, je dirais que ce n'est pas particulier au Mali, mais le cas du Mali, ça va un peu trop loin. Quand à un moment donné, vouloir être responsable, moi j'ai dit aux gens, écoutez, dans la vie, il y a deux choses. La volonté, ce n'est qu'une étape. On peut avoir la meilleure volonté du monde. Quand on n'a pas les compétences, ça ne sert à rien. Je peux avoir la volonté, par exemple, je vais faire une illustration. Je peux avoir la volonté de faire monter 100 kg de riz dans cette salle. On est au deuxième niveau. Si je n'ai pas les compétences, c'est les forces physiques pour faire ma volonté là, c'est voué à l'échec. Du coup, j'ai dit aux Maliens, vous avez la volonté de faire quelque chose, mais ayez aussi les compétences pour que la chose puisse être réalisée. Sinon, la volonté tout seul, ça ne suffit pas. Alors, c'est des gens qui sont là, qui sont animés de bonne volonté. Alors, j'ai l'habitude de dire aux gens, écoutez, vous voyez la volonté là. À un moment donné, c'est un couteau à double tranchant. Parce que qu'est-ce que la Bible nous enseigne? La Bible nous enseigne que l'enfer est rempli de bonne volonté. L'enfer est rempli de bonne volonté. Quand tu as la volonté de faire quelque chose de bien et que tu n'as pas les compétences, c'est le mal que tu vas faire. Le mal te conduit où? Dans l'enfer. Alors qu'à la base, tu avais une bonne volonté. Donc c'est pourquoi la Bible nous enseigne que l'enfer est rempli de bonne volonté.
Monsieur Aruna Mangassi, nous allons ouvrir notre parenthèse. On sait que vous avez été à l'école. Est-ce que après toutes ces études, vous avez écrit un livre? Si oui, ce livre appelle quoi? Alors, le fait d'aller à l'école ne rime pas avec écrire un livre. Ça aussi, c'est un autre domaine. Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai dit, il faut que on laisse quelque chose après nous. Les traces. On laisse des traces après nous. Du coup, cela m'a poussé à mener des réflexions. Alors, dans cette réflexion, ça m'a conduit à quoi? J'ai dit, tout ce que les gens ils font avec la volonté, souvent le résultat, c'est une déception. Qu'est-ce qui a manqué? C'est quoi le problème? Je me suis arrêté à cette conclusion simple. Et on pouvait régler plusieurs problèmes si on se mettait ensemble. Il y a une expression en Bamana, Kono Djelenebe Bifo. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en action. C'est là où moi, je vais mettre beaucoup de personnes ensemble, dans un réseau, dire aux gens là, voyons, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose ensemble? Alors, j'ai dit aux gens, nous, on a connu un grand artiste soninké. Qui s'appelait El Hadj Ganda Fadiga. Il dit souvent, quand tu appelles les gens autour d'une table et tu mets une tasse au milieu, tasse couverte par un couvercle, il dit à un moment donné, il faut enlever le couvercle pour que les gens puissent savoir quoi à l'intérieur. Alors, quand j'ai appelé les gens autour de moi, je me suis dit, je vous ai appelé autour de moi, mais ce n'est pas pour qu'on puisse regarder les yeux dans les yeux, c'est pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Alors, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à dire aux gens, écoutez, dans l'Antiquité, il y a un pharaon qu'on appelle Taraka, qui est le fils du pharaon Tanuta, mais ça c'était la 25e dynastie. Ça c'était avant le pharaon. Il y a longtemps, pendant la 25e dynastie, d'ailleurs on peut même dire, il y en a beaucoup de gens qui disent que c'est Anebla Idriss qui a inventé l'écriture. Mais moi je dirais que l'écriture a été faite d'abord par Tarakan, pendant la 25e dynastie. Alors il avait une formulation qu'il formulait devant ce sujet tous les matins, en soninké qu'on appelle Kouninitanganto, ou en français je le traduis par les salutations soutenues. Alors ce Kouninitanganto, il avait 52 manières de dire, de soutenir les gens le matin. Alors j'ai dit aux gens, on va prendre ces 52 salutations soutenues, ou ces 52 vertus, et chacun me donne son point de vue par rapport à une vertu, mais hebdomadairement. C'est-à-dire, la première semaine, je prends un mot, je dis à chacun, quelle est ta conception par rapport à ces mots-là? Ta vision de ces mots-là, c'est quoi? Et je m'étais engagé à l'époque de faire une synthèse le dimanche. C'est-à-dire, le mot de la semaine, le lundi, on prend toute la semaine, chacun me donne son point de vue, dans le respect et surtout dans l'écoute. Parce que pour apporter quelque chose qui a été dit avant toi, il faut d'abord écouter ce qui a été dit et apporter la petite correction qui manque. Alors, j'ai fait ce travail. Alors, le dimanche, je faisais une synthèse. Avec une équipe, quand j'ai dit, oui, il y avait vraiment une bonne équipe qui était là. L'équipe de rédaction, l'équipe de diffusion, il y avait une équipe. Alors, c'est ces documents, c'est ce travail qui va accoucher du livre qu'on appelle 52 mots, 52 semaines. Alors, ça va dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans l'intelligence collective, quand les gens se mettent ensemble, le résultat est toujours surprenant. Et ça nous a tous surpris, puisqu'à la base, on a dit, on discute entre nous, comment faire comprendre aux gens, comment apprendre, comment travailler en intelligence. Et la finalité, c'est quoi? Ça donnait ces documents que j'ai apportés avec moi ici, que j'appelle 52 mots, 52 semaines. Et c'est sorti de l'intelligence collective, sur ma conception. Ça, c'est mon premier document. Je ne peux pas dire c'est un livre d'Aruna Mangassi, mais c'est un livre collectif. Il y a 250 personnes qui ont participé à son édition. Et ça nous a pris un an. 2 janvier 2017, 31 décembre 2017. 52 semaines, 52 mots. Ou encore, on peut dire le 52 concepts ou 52 vertus. On peut l'appeler comme on veut. Voilà.
Donc ça, c'est le premier travail qu'on a fait de façon collective. Alors, après ce travail, nous avons fait... Il y a un autre problème qui s'est posé, qui m'a beaucoup peiné, puisque moi-même, quand j'ai donné le prénom de ma grande sœur à ma fille aînée, je ne connaissais pas la signification de son prénom. Ah bon? Oui. Alors, j'ai dit, mais en France, il y a dans la culture, quand ils ont un prénom original, la première question qu'on pose, ça signifie quoi? Alors, quand l'enfant ne connaît pas la signification de son prénom, il va se retourner vers ses parents. Il va dire, papa, maman, que signifie mon prénom? J'ai dit, je ne sais pas. C'est ma grande-sœur qui portait ce prénom. Moi, j'ai donné aussi le prénom à toi. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai dit, là, il y a un vrai problème. Donner un prénom à un enfant, toi-même, toi, tu ne connais pas le sens de ce prénom, ça c'est bon. J'ai dit, bon, à mon équipe, écoutez, il y a un vide qui est là. Comment on va combler ce vide? Il dit, c'est quoi? J'ai dit, est-ce qu'on connaît le nombre de prénoms dans notre culture? Ah, il y en a qui m'ont dit, oui, il y en a plusieurs. Il y en a qui me disent, il y en a une centaine, 200, 500. Finalement, on n'arrive pas à trouver le nombre exact de prénoms qui existent dans la culture. Oui. J'ai dit, bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire un livre de prénoms. Alors, un livre de prénoms, on va prendre toutes les lettres de l'alphabet. J'ai dit aux gens, pendant une semaine, vous allez m'énumérer tous les prénoms que vous connaissez, qui commencent par la lettre A, par exemple. Et leur signification, si vous le connaissez. Maintenant, si vous ne le connaissez pas, donnez quand même le prénom. Les prénoms. Ensemble, on ira chercher la signification. Alors, on a fait ce travail aussi de façon en intelligence collective. La lettre A, la lettre B, jusqu'à la lettre... Bon, après, dans l'alphabet français, dans ma langue soninké, il y a certaines lettres qui n'existent pas. Qui n'existent pas, telles que Z. Telles que les Z, ça n'existe pas. Donc, par exemple. Et le V. Oui. Ouais. Du coup, voilà. Mais ils sont remplacés par... Il y a les niais et les niais, par exemple. Ça comble. Voilà. Donc, nous, on a... Donc, ce travail aussi a été fait. C'est ce qui va donner un livre que je l'ai amené avec moi. Il est dans mon sac, qui s'appelle 1001 prénoms soninké. Mais il y a plus de 1500 prénoms quand même. Vous voyez, 1001 prénoms soninké. 1001 prénoms soninké. Alors, vous voyez, au premier abord, quand j'ai posé la question, il y a combien de prénoms soninké? Le plus optimiste partait sur 500. Mais au final, on a trouvé plus de 1500 prénoms soninké. Alors, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'intelligence collective. Moi, je pouvais avoir la volonté de faire ce travail, moi, tout seul. Mais je n'avais pas les compétences requises. Mais ensemble, nous avons réussi à faire quelque chose. C'est ce livre qui est là, que j'ai oublié de le sortir, qui s'appelle 1001 prénoms soninké. Maintenant, M. Aruna Mangassi, comment avez-vous eu l'idée d'écrire un tel livre comme ça? Alors, l'idée d'écrire un livre, je disais tantôt que c'est l'intelligence collective. Quand les gens se mettent ensemble, le résultat est toujours tout autre chose, mais surprenant. Il n'y a pas de déception. C'est pourquoi moi, à partir de... Pour faire, ramasser tout ce travail, pour dire aux gens, voilà quelque chose qui fonctionne. Puisque ces documents, 52 mots, 52 semaines, 1001 prénoms, moi, ça m'a coûté 0 franc. Ni en temps, ni rien. Puisque 250 personnes, même si chacun donne, regarde, 1001 prénoms, on le divise par 250 personnes. Chacun donne quoi? 5 noms. On a l'ensemble. Alors que moi, tout seul, il fallait que je me déplace. Aller demander à gauche, à droite, au centre, aller demander beaucoup de personnes. Mais comme je suis assis avec ce que la nouvelle technologie nous offre aujourd'hui, je suis assis dans mon salon, je lance la lettre B. Quels sont les prénoms que vous connaissez qui commencent par B et leur signification? Quelqu'un va me dire, ah, je connais, il y a Bakari, il y a Bourlaï, il y a Beidi. Sa signification, c'est ça, c'est nous. Puisque aussi l'avantage de ce travail qu'on a fait, nous venons de plusieurs zones géographiques. Alors, un prénom peut avoir une signification dans un point et une autre signification dans un autre point. Ce qu'on a fait aussi, c'est accepter que nous ne vivons pas sur le même espace. À partir du moment qu'on ne vit pas sur le même espace, il y aura des différenciations entre certaines choses. Alors, à partir de là, j'ai dit aux gens, écoutez, je vais écrire un livre qui va parler uniquement que de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Alors, c'est ce travail qui m'a poussé à écrire ce livre que j'ai nommé Corridal. Alors, le nom du livre, Coré,
Kori, ça change un tout petit peu. Oui. Ça veut dire la même chose. C'est les cercles. C'est le cercle. Corée. Kore, en soninké. C'est le cercle. Kori, Bambana. Et peut-être d'autres vont l'appeler, mais en tout cas, c'est les cercles. Alors, Dale, c'est la parole divine. Puisque je peux dire, en soninké, Cheikh Tidiane Silla a dit, mais quand on arrive vers c'est le Dieu suprême, on ne dit pas Dieu a dit en soninké, ça serait qualifié d'un culte. On dit Allah Dale. Du coup, je me suis dit que quand les gens se mettent ensemble, qu'ils décident de quelque chose, cette chose devient quelque chose de divin, de Dieu. On ne doit pas jouer avec ça. Du coup, le nom de mon livre va être inspiré du néologisme conçu par moi-même avec deux composantes, le Corée qui est le cercle et Dale, expression divine ou parole divine. Donc ça c'est le nom de mon livre, Corée Dale. Alors ce livre va parler uniquement du bienfait de l'intelligence collective. Alors l'intelligence collective à tous les niveaux de la société, adaptée à toute structure, de la structure familiale à la structure étatique. Quand les gens se mettent ensemble, il y a toujours quelque chose qui est recherché, la recherche de l'essentiel. Ils vont toujours à l'essentiel, ce qui est utile pour tout le monde. Oui. Le plus grand bien entre les gens, le dénominateur commun, ce qui nous lie. Alors le Coridal va nous dire, voilà ce qui nous lie. Monsieur Aruna Magassi, après toutes ces explications, qu'est-ce que ces livres peuvent contribuer à la gouvernance 52 mois, 52 semaines? Alors, la gouvernance 52 mois, 52 semaines, il peut apporter quelque chose qui est recherché au monde aujourd'hui, que ce soit au Mali, à Paris ou à Tel Aviv, ce qu'on appelle le vertu. Le vertu. La finalité, c'est quoi? Ce sont ce qu'on appelle, c'est nous en soninké, Djikou. Je crois qu'on dit Djugo, le meilleur, la vertu. Alors, dans ce livre, 52 mots, 52 semaines, il y a 52 vertus. C'est-à-dire, c'est la juxtaposition des vertus. Dans ces conceptions de Taraka, il nous explique que tout acte commence d'abord par le souffle, l'âme. En soninké, on dit yonki. Bamananka, on dit ni. Ça commence par là. Après Yonki, ce qu'on implore au Créateur, à la nature, c'est la longévité. En Bamana limpide, Sidebe, monnaie bo. Sidebe, monnaie bo. Donc Yonki, de Yonki, on va vers Si, Ni, l'âme. Yonki, la longévité. Wuyu, oui, la longévité. La longévité. Oui. Sidebe, Monebo. Alors, quand on a cette longévité, ce qu'on demande au Créateur encore, c'est la santé. La santé. Mais la santé, ça ne se décrète pas. Dans ce document, on va expliquer qu'est-ce que c'est que la santé. Comment avoir une bonne santé, comment préserver sa santé. C'est là où le 52 mots, et je dis ce sont les 52 vertus. On peut dire la santé, la santé, la santé. Mais qu'est-ce que c'est que la santé? Comment avoir une bonne santé? Et si on a la bonne santé, comment la préserver? Ça va de la nourriture, de l'hygiène jusqu'à l'exercice physique. Donc ce livre, on va l'expliquer. Mais le 52 mots va nous apprendre des choses qui sont recommandées par le pharaon à son époque. C'est-à-dire, par exemple, la juxtaposition de mots Khalé. Le mien. Le mieux. Khalé, le mien. Nta. Comment avoir ce Khalé? Il dit que c'est le travail qui nous peut nous donner accès aux propriétés privées. Alors, tu vas monter étape par étape jusqu'à arriver au mot suprême qu'on appelle le contentement. C'est contenter de ce qu'on a, au sadou. Au sadou, oui. Au sadou. Donc nous, dans notre culture, dans la culture soninké, le mot qui est au-dessus de tous les étages, c'est ce mot, au sadou, contentement.
Alors voilà qu'est-ce que 52 mots peut apporter dans la construction d'un État ou dans la construction d'un individu. Alors, des 52 mots, je dis, on va vers, je vais écrire ce livre qui s'appelle Le Corridal, l'intelligence collective. L'intelligence collective, je disais aussi que c'est adapté à toutes les structures, de la structure de la sphère familiale à toutes les structures, quel que soit le niveau de la structure, on peut adapter ces concepts. Concepts sur la gouvernance par l'intelligence collective. Alors, dans la gouvernance collective, j'explique aux gens que 1 plus 1 est égal à 3. Obligatoirement 1 plus 1? Non, dans l'intelligence collective, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Non, 1 plus 1 est égal à 3. Un exemple. Un exemple. Alors, il y a dans le livre 3 de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, il va expliquer aux gens que quand un individu travaille pendant 10 heures, son rendement est nettement inférieur à 10 personnes qui travaillent pendant 1 heure. Oui. Donc, quand les gens se mettent ensemble, le résultat est toujours supérieur à la somme des résultats des individus. Donc, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 1 plus 1 égale à 3. Donc, ça, c'est dans le corridal. Ça, c'est les mathématiciens qui parlent comme ça. Moi, parmi les gens dans la nature, je fais montrer aux gens comment 1 plus 1 peut nous donner 3. Donc, ça, j'ai pris l'exemple de Jean-Jacques Rousseau dans son contrat social, le livre numéro 3. Mais au-delà de ça, dans le corridal va aider les gens à plusieurs choses, notamment la construction d'un État-nation. Alors, je vais expliquer aux gens comment construire un État-nation. Alors, l'État-nation, ça se construit à quel niveau? Il y a ce qu'on appelle le noyau, la bonne graine. Parce qu'un paysan, quand il laboure son champ et qu'il récolte, il va toujours conserver les bonnes épices pour assurer les semences de la saison prochaine. Donc, dans l'intelligence collective, ce qui est recherché, c'est cette bonne graine pour assurer la continuité et la bonne graine pour semer, pour que ça germe. Alors, le corridal cherche la bonne graine. Du coup, le noyau, c'est ce qu'on va appeler le cercle numéro 1, la démocratie participative. Chaque citoyen, quel que soit son niveau, quel que soit l'endroit où il se trouve, doit d'une manière ou d'une autre participer à la construction de sa nation. Alors, de la démocratie participative, on va vers ce qu'on appelle le développement citoyen. Un individu, quel que soit l'endroit où il se trouve, il doit se sentir développé à un moment donné de sa vie. Sinon, on va créer un individu frustré, un individu marginalisé. Et de la frustration à la marginalisation de la société, c'est un revanchard de la société qu'on est en train de mettre en place. Et si on veut encore être à terre, on crée une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Monsieur Aruna Mangassi, après ces livres corridales, est-ce que vous comptez faire encore un autre livre? Si oui. Alors, monsieur Silla, la vie, c'est quelque chose de perpétuel, comme le développement. On ne peut pas dire à quelqu'un ou à un État, on a atteint un niveau de développement, stop, on arrête là. Non. Et dans le corridal, je vais expliquer aux gens les 3 idées que l'Occident, quand je dis l'Occident, vraiment, je parle de l'Occident, a réussi à mettre en exergue. Ça, ce sont les 3 idées fondamentales. Faire, défaire, refaire. Je construis une route, et à un moment donné, ça ne va pas, je le défais, et je le refais. La même route, perpétuellement. Il n'y a pas d'acquis. Dans l'Occident, il n'y a pas d'acquis, rien n'est acquis. Donc,
Moi, je dirais aujourd'hui, je ne peux pas dire aux gens j'ai acquis quelque chose. Par rapport à ta question, effectivement, je vais écrire d'autres choses. Mon projet sur le moyen terme, c'est ce que j'ai appelé en soninké. Alors, c'est encore du néologisme. Mon livre qui va venir, ça va s'appeler Sageti. Le refaire. Sageti. Sagé, retour, ti, à l'origine. Parce que le T, c'est la source, l'origine. Le retour à l'origine. Sageti. En français limpide, on va dire la résilience. Alors, pourquoi je vais écrire un livre sur la résilience? Je me suis rendu compte que dans notre société, c'est normal, c'est humain, on a beaucoup de nostalgiques du passé. Les gens sont nostalgiques. Mais il faut que les gens comprennent. On doit plus regarder de l'avant que sur le rétroviseur. On ne peut pas revenir en arrière. C'est pas possible. Non. Non. Ce n'est pas que mon père a fait comme ça, il fait... Non, on ne peut plus revenir sur ça. Par contre, ce qui était bien, je pouvais prendre, l'améliorer, la perfectionner. Et c'est ce qui nous a manqué. Du coup, ce livre qui va venir va parler de la résilience de la société. Comment une société peut se résilier, peut accepter, après le traumatisme qu'on a vécu, comment on peut décoller, partir sur avec de nouvelles bases. C'est ce livre qui va parler de ces... Merci beaucoup, M. Aruna Mangassi. On va vous poser une dernière question, ou une avant-dernière question. Qu'est-ce que fisso.com Dara Sunkaimbo? Alors, fisso.com, Dara Sunkaimbe, Soninko, Ndiando, Logonte. Tout ça, c'est des expressions soninké. Alors, c'est là où aujourd'hui... alors, d'abord, fisso.com, c'est une association ONG Loi 1901, à but non lucratif. Alors, c'est une association qui milite pour plusieurs choses, mais surtout pour la culture. Alors, qui dit culture, dit d'abord langue. On milite pour la langue soninké. Alors, fisso.com a fait des travaux qui fait qu'aujourd'hui, nous qui sommes en France, la langue soninké est une langue d'option. Au brevet, au Mali, on va dire au DEF, pour les jeunes, pas qui soninké, un jeune qui souhaite passer à prendre cette langue comme langue d'option aujourd'hui, grâce à fisso.com, il a cette possibilité de dire au brevet, moi j'ai choisi une troisième langue qui est comme langue d'option, la langue soninké, et fisso.com, nous on a des ressources humaines pour ça, on va passer l'examen à cet enfant. Et ça va lui faire des points en plus pour que l'enfant puisse avoir son examen. Depuis 2019, on fait ce travail. Alors, on n'est pas que... il y a aussi la langue Peul. Parce que parmi nous, il y a des gens qui mettent la langue Peul. Parmi nous, il y a des gens qui mettent la langue Bamana. Alors, on est en train de se battre pour les autres, les communautés linguistiques aussi, pour qu'ils puissent faire la même chose. Parce qu'il ne faut pas croire que... Moi, je dis aux gens, ce que nous devons comprendre, il y a les 4 formes d'intelligence que Dieu a mis sur terre. La langue fait partie de cette forme d'une intelligence qu'on appelle l'intelligence de l'adversité. Et alors, l'Occident, dans son développement, dans l'intelligence de développement, l'Occident va omettre ou va tuer toutes les langues. Alors, quand tu tues toutes les langues, tu as tué l'adversité. Alors, c'est pourquoi j'ai dit au Mali, pour la refondation du Mali, quand on m'a demandé, notamment pour le référendum constitutionnel, mes contributions sont là, j'ai dit attention, ne touchez pas aux langues maternelles. C'est ce qu'on appelle l'intelligence de l'adversité. Plus quelqu'un maîtrise des langues, plus il a des connaissances, plus il a des savoirs. Notamment dans un domaine particulier qui est le domaine de l'ethno-mathématique. Parce que, par exemple, le Peul, ils ont une manière de faire le compte. Les Bamana, ils ont une autre manière de faire le compte. Les Soninké, ils ont leur manière de faire le compte. Alors, quelqu'un qui maîtrise ces 3 langues, par exemple, il a 3 manières d'abord, déjà, de faire des maths. Ça, c'est un avantage. Alors, c'est pourquoi je me bats pour que l'erreur que l'Occident a commis, un pays comme la France, par exemple, toutes les langues régionales, on va les mettre de côté pour parler qu'une seule et unique langue qui est la langue française. Mais la langue française, elle a ses lacunes, elle a ses faiblesses. Si ils avaient laissé les autres langues
ce que j'appelle les algorithmes de calcul, unique algorithme que la France a aujourd'hui, on n'allait pas se trouver dans cette situation. Aujourd'hui, j'ouvre une parenthèse. Cette année 2023, Polytechnique, il y a 60 places qui sont réservées aux étrangers, tous les gens. Alors cette année, il y a eu plusieurs années, mais cette année, ça a été trop flagrant. Le Maroc. Le Maroc, sur les 60 places, Maroc va prendre 41 places. Oui. Pourquoi? Parce que quand Mohamed Sissi est arrivé, qu'est-ce qu'il a intégré dans le système éducatif au Maroc? L'étude mathématique. Le compte traditionnel. Comment compter traditionnellement? Alors aujourd'hui, lui, il a compris. Mais j'espère que nos gouvernements, surtout le Mali qui est en reconstruction, le nouveau Mali, ils vont comprendre que le fait d'intégrer les langues nationales dans le système éducatif, par exemple, dans le livre de Cheikh Anta Diop, qu'est-ce qu'il explique? Cheikh Anta Diop nous explique qu'un enfant, le jour où il va à l'école, c'est-à-dire quand il dit un enfant, le jour où il va à l'école, c'est l'enfant à 6 ans. L'enfant a plus ou moins 700 mots. Il a 700 vocabulaires qu'il maîtrise. Qu'il soit un enfant Peul, un enfant Bamana, un enfant Soninké, il a 700 mots dans son vocabulaire. Mais le jour où on va l'envoyer dans une école française pour aller apprendre une nouvelle langue, c'est comme si on dit à cet enfant, oublie ces 700 mots, commence avec de nouveaux mots. Alors, c'est quand Dieu lui dit, quand on demande à cet enfant, une ligne qui se déplace engendre quoi? Il va dire je ne sais pas, puisqu'on lui a dit en français. Par contre, si on avait dit ces brins d'information dans sa langue maternelle, il va dire qu'une ligne qui se déplace engendre un trait. Mais puisqu'on a décidé de lui apprendre une autre langue étrangère, Cheikh Anta Diop nous dit il lui faut minimum 4 années pour qu'il puisse comprendre cette information aussi élémentaire que ça. Alors, apprendre à un enfant, si aujourd'hui un pays comme le Mali accepte d'introduire les langues nationales dans l'éducation des enfants, c'est comme si on gagnait 4 ans. On va gagner 4 ans. Alors, 4 ans, c'est énorme. Alors, voilà, je me suis écarté par rapport à ta question, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à notre avenir. On a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, M. Arona Mangassi. Et quelle est votre relation avec la vie associative? Surtout, pas moins d'une année, vous avez été dans le Barounou pour les courses hippiques. Oui, j'ai dit, cher Tidjane, oui. La vie c'est un idéal. C'est-à-dire, quand tu veux que l'homme donne le maximum de lui-même, il faut laisser dans son idéal. Moi, c'est-à-dire, transmettre, aider, c'est mon idéal. Mais si aujourd'hui on me dit, retourne en banque, c'est comme vraiment on me dit, on me met dans une cage. Cet idéal aujourd'hui me permet de mettre en acte mon potentiel, le savoir que j'ai. C'est pourquoi au mois de janvier, je suis allé faire une grande course de chevaux avec toi dans le Barounou. Dans le Barounou, oui. Qui a été plébiscité carrément dans notre communauté, même au-delà de notre communauté, puisque jusqu'aux États-Unis, à Lillois, notamment le secrétaire général Jesse White, oui, qui a parrainé un cheval. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, j'ai dit aux gens, la seule chose que l'être humain peut dire avec fierté, je ne me suis pas trompé, ça c'est qu'un seul et unique domaine. Quand il y a un problème, c'est ce que j'appelle le séquençage. Quand je séquence un problème, on me donne une équation à résoudre. Je ne sais pas les résoudre, mais je peux résoudre une partie de l'équation. Moi, j'ai fait ma part. Le reste, je ne sais pas le faire. Au moins, la partie que j'ai fait, ça c'est réglé. C'est ce qu'on appelle le séquençage. Mais j'ai dit aux gens, face au chaos, face au désordre, il n'y aura pas de miracle. La seule chose qui peut régler le chaos et le désordre, c'est la culture. La preuve, c'était le 6, 7, 8 janvier quand on allait à Barounou, dans le Barounou. Oui. Le Soninké, le Mor, le Peul, le Bamana, personne n'est venu nous revendiquer sa communauté linguistique.
tout le monde est venu parce qu'on est dans un domaine culturel. Oui. Donc la culture peut régler les chaos. La culture peut ramener l'ordre dans le désordre. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je m'identifie comme un homme de culture. Même si, voilà, sans prétention, j'ai d'autres compétences. Mais la culture, c'est mon idéal aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Haruna. Quel est votre dernier mot pour les téléspectateurs de Pinal TV? Alors, avant d'arriver aux téléspectateurs de Pinal TV, je dirais, moi je suis aujourd'hui, je suis un homme, ce n'est pas de la prétention. Je veux que le monde, on vit dans un monde où il y a la paix. La finalité de toute action, c'est la recherche de quoi? La paix et le bonheur. D'ailleurs, il y a un pays qui a fait différence à ce niveau, c'est le Bhoutan. Quand le spécialiste, le PNUD de les Nations Unies ont demandé de faire un calcul d'indice de développement humain. Alors le Bhoutan, le sultan du Bhoutan, il a dit, écoutez, peut-être que moi j'ai un pays où les gens n'ont pas assez de dollars, un pouvoir d'achat conséquent, mais ils sont heureux. Du coup, moi, je ne prends pas en considération ces calculs, je vais intégrer le bonheur brut. Quand l'homme est heureux, cher Tidiane, le reste, ça devient n'importe quoi. Le Dalai Lama, il est arrivé à la même conclusion. En dépit des différences qui existent entre les hommes, la recherche, là où les hommes sont égaux, le président de la transition, Assimi Goïta, qui est au palais présidentiel aujourd'hui, moi qui est dans ce studio face à Cheikh Tidiane, l'autre qui est derrière la caméra, la recherche fondamentale, là où on est égaux, c'est dans la paix, dans le bonheur. Donc la finalité de toute action humaine, c'est la recherche de la paix et du bonheur. Donc moi, je veux que les gens se mettent en cause, dire que stop, je peux remplir des cases et des milliards, des mille. Ça n'a pas d'importance. Il faut chercher la paix et le bonheur. Et dans cette paix et le bonheur, le partage, ça fait aussi. Ça, c'est notre pan de la communication. Mais je crois qu'il y a d'autres occasions, on en parlera. Voilà. Alors moi, ce que je peux dire à Pinal TV comme dernier mot, déjà, je les remercie de la direction jusqu'à vraiment à la... Je dis même pas... Au personnel. Au personnel, je dis même pas. Puisque moi, c'est que dans le corridor, je vais expliquer aux gens, on travaille en intelligence collective. L'intelligence collective, c'est quoi? Chaque personne, chaque individu est à la fois apprenant et apprenti. J'apprends de toi, tu apprends de moi. Donc le directeur, il apprend de vous, vous apprenez de lui. Donc au final, personne ne peut dire que je suis l'expert. Non. Chacun est expert dans son domaine. Donc finalement, je ne peux même pas dire du direct. J'ai dit, le leadership, c'est quelque chose de collectif. Et c'est ce que je préconise dans mes écrits. Un leadership collectif, dans l'intelligence collective. Du coup, je vous remercie de m'avoir invité dans vos studios, d'avoir pris votre temps. Merci bien. C'est un grand plaisir pour moi, et notamment toi, Cheikh Tidiane Sylla. Je sais que tu es aussi un militant de la première heure, un homme de culture. Et c'est ensemble qu'on pourra faire quelque chose de bénéfique pour l'ensemble de nos populations. Merci bien. Notre invité, c'était M. Haruna Mangassi, un Malien résident en France pendant des décennies, aujourd'hui sur le plateau de Pinal TV. Ceci met fin à notre émission phare, Le Grand Miroir. Et